présent des marchés actions avec Marc Renaud, le président de Mandarine Gestion à nos côtés en plateau. Bonjour Marc, Bonjour. Bienvenue. Parlons des marchés actions, mais parlons également de la normalisation des banques centrales. Ça y est, on va sortir des taux négatifs mis en place en 2014 en zone euro. C'est annoncé, confirmé. Le démarrage va commencer le 21 juillet prochain. Le monde se remet à l'endroit, Marc. Oui, alors, par rapport aux taux zéro, qui sont quand même un truc très bizarre, ils se remettent à l'endroit. Mais par ailleurs, le mouvement de baisse des taux, il avait commencé même avant 2014. En fait, on sort de 12-13 années de baisse des taux. Donc, c'est un vrai changement objectif pour les actions. C'est pas les mêmes recettes qui marchent, c'est pas les mêmes secteurs qui sont favorisés. Donc, oui, il y a... j'ai envie, moi, d'appeler ça normalisation, parce que c'est un contexte qui m'est beaucoup plus favorable. Mais en tout cas, on a clairement une inversion de cycle. Et les mouvements de taux, c'est comme les mouvements actions, ça ne dure pas 15 jours. Là, on est semble-t-il, parti sur une tendance. Donc oui, c'est un vrai changement. Bon. On l'avait anticipé un petit peu à partir de novembre 2020, mais là, ça y est, on y est, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu, après plusieurs faux départs, cette fois, on est quand même dans quelque chose qui ressemble à une tendance lourde, on peut le dire, Marc. Ça y ressemble. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour la gestion action avec le style value qui reste le style auquel vous êtes attaché, Marc? Les marchés ont été extrêmement volatiles et c'est même difficile de lire le match un peu traditionnel, binaire des marchés value-croissance. Ça devient compliqué cette lecture-là. Alors, depuis le début de l'année, les indices value surperforment notablement les indices croissance. Mais on ne peut pas du tout parler de belles tendances installées, effectivement. Alors, ceci dit, rappelons-nous qu'en début d'année, on avait bien pigé qu'on avait passé le pic de croissance, mais on était encore dans un scénario de croissance macro et des profits. Il n'y avait pas encore d'Ukraine. L'inflation, on se disait que oui, finalement, c'est peut-être pas si temporaire que ça, mais on n'avait pas eu du tout les chiffres qu'on a eus. Donc, on a eu janvier-février, c'était la fête sur les bancaires, sur les cycliques. Et puis, c'est objectif, on a quand même, si on rajoute le Covid en Chine, on a quand même eu une conjoncture qui s'alourdit un petit peu. Donc on a des marchés qui sont hésitants, qui ont peur, c'est vrai qu'à la fin, là, on est à moins 10 sur des indices européens, mais en réalité, c'est passé avec une agitation sectorielle incroyable. Cette année, ça secouait plus que c'était une tendance. Ouais. Et dans l'univers value, qu'est-ce qui fonctionne encore aujourd'hui ? Effectivement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a marqué un coup d'arrêt quand même sur certaines tendances sectorielles. Je pense par exemple au secteur des financières ou au secteur bancaire, qui était un emblème justement du rattrapage de la value. Est-ce qu'il y a de la value moins cyclique, plus défensive ? Oui. Qu'est-ce qui fonctionne là dans cet univers aujourd'hui, Marc ? Alors d'abord, ce qui fonctionne pour agir en value, c'est qu'il n'a pas les techs et autres boîtes de luxe qui se font défoncer sur des valorisations qu'on n'arrive même plus à comprendre, nous. Donc ça fait du bien, c'est en relatif, il suffit de pas les avoir et ça aide. Et après, effectivement, cette année, il fallait être mobile. Et vous savez, c'est une discussion qu'on a régulièrement, cette assimilation du value au cyclique. Le value, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Donc il y a eu une belle tendance pour les cycliques en début d'année. Il fallait avoir cette souplesse de considérer que ça avait monté, que c'était bon, il fallait s'en aller. La caricature, c'est les boîtes de matières premières. Les anglo-américaines, BHP, ça a fait des parcours boursiers hallucinants. Donc il fallait avoir cette possibilité, ce courage de les vendre alors qu'elles étaient bien orientées. Et effectivement, c'est la bonne nouvelle. Dans ces cas-là, quand le marché se rue sur les cycliques, pour trouver de l'argent, il vend des boîtes plus défensives qui se mettent soudain à ne plus être très prisées. Alors j'en ai une qui me plaît bien, que j'aime bien raconter, c'est City, ça fait des mouchoirs, des couches culottes et des toilettes. Ces gens-là, vous pensez bien que quand ils vont voir Carrefour en leur disant qu'il faut augmenter les prix de 40%, ils ne l'ont pas le trimestre d'après. Le marché est en court-termisme, il faut en l'air une boîte comme ça, qui a toujours montré sa capacité à passer les hausses de vente. Donc on a des boîtes comme ça défensives qui contre-performent. Il faut avoir la rigueur de vendre Glencore et d'acheter ça. Ouais. Et si vous faites ça, donc c'est une année de trading, j'ai envie de dire. Si vous faites ça, ça se passe bien pour un gérant value. Donc là, ce qui a bien marché jusqu'à présent, c'est la consommation de base, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Ce qui a bien marché, c'est d'avoir fait des cycliques en début d'année, d'en être sorti à temps et d'aller chercher des trucs. Et ce qui marche bien, parce que en fait, ce qu'on n'aime pas là, c'est qu'on a objectivement un contexte macro qui est un peu compliqué. Oui. Donc, si vous achetez des boîtes qui sont dépendantes de la conjoncture macro, les boîtes de bien investissement, par exemple, elles viennent de s'effondrer. Mais est-ce que vous allez acheter des boîtes de bien investissement à la veille d'une récession ? C'est pas sûr, même si elles sont pas chères. Donc, ce qu'on aime bien en ce moment, c'est les situations spéciales, les trucs qui dépendent pas trop de la conjoncture. En tout cas, tout le monde dépend de la conjoncture, mais pas vraiment. Alors, la caricature d'un dossier mal aimé, Atos. Le problème d'Atos, c'est pas que la conjoncture soit bonne, même si ça les aide. Le problème d'Atos, c'est qu'ils sortent de leur business, c'est qu'il y ait une vente. Là, vous êtes sur des situations spéciales déjà massacrées, vous êtes moins sensible à l'environnement boursier. C'est le genre de choses sur lesquelles on peut éventuellement oser aller. Ouais. Sur la partie plus cyclique, est-ce que c'est déjà passé ?
Est-ce que là aussi, beaucoup de boîtes cycliques, alors je cite les financières parce que ça a été l'emblème quand même, qui ont été massacrés depuis le début du conflit. Est-ce que les prix vous redonnent envie de vous intéresser à ces secteurs? L'automobile aussi, alors je sais que vous n'aimez pas fondamentalement peut-être l'automobile, mais là aussi, ça fait partie des secteurs value emblématiques, cycliques, du moment, qui se traitent sans doute avec des niveaux de récession, en tout cas cohérents avec des niveaux de récession. L'automobile, même pire que ça, parce que ça fait que sous-performer depuis 10 ans. Hein, mais bon, il y a des petits bouleversements technologiques et marketing importants là-dedans. Alors, c'est des situations différentes. Je pense que les banques, notamment après les mesures réglementaires, renforcement des fonds propres fait depuis 10 ans, elles ont franchement la capacité, sur ces niveaux de valorisation-là, de retrouver... Là, elles ont été massacrées à cause de la hausse de la prime de risque sur l'Ukraine. Hein, complètement. Oui. Mais le contexte de hausse des taux, de pontification de la courbe, leur est quand même agréable. Hein. Donc les banques... Moi, je viens d'y revenir un petit peu, là, parce que j'avais pris des profits en début d'année. Je pense qu'on peut faire. Même avec un peu moins de croissance. Macro, j'entends. Elles ont une hausse du coût du risque, mais il est déjà provisionné largement. Donc, franchement, ça me semble intéressant. Elle vous donne des gros rendements pour attendre. Les cycliques, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, je ferai une petite parenthèse sur l'automobile. Les cycliques, c'est plus compliqué. Tout le monde sait que Arcelor, il ne faut pas acheter quand le PE il est à 3. Le PE, quand il est à 3, c'est que les profits sont au top. Donc, après, il faut résister parce que ça donne envie. Hein, mais les cycliques, si on va vers un scénario de récession, en tout cas, attendons d'y voir sur est-ce que c'est une récession ou non. Les cycliques, il ne faut pas être agressif malgré leur apparence contre-performance. Vous dites qu'il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire ça peut partir, mais si c'est un vrai départ, on a toujours le temps de rattraper le train en marche. Alors, j'aime jamais dire ça, mais en tout cas, structurellement, si vous avez peur d'une récession, la valorisation n'est pas un critère suffisant pour s'intéresser à une cyclique. Voilà. L'automobile, c'est particulier. Après les moins 20 de volume l'année dernière, franchement, en début d'année, j'étais assez tenté. On a juste eu, notamment avec l'Ukraine, de nouveau des problèmes de rupture d'approvisionnement qui font qu'on va encore se faire un moins 20 cette année. Donc typiquement, pardon d'être cynique, hein, mais si la guerre s'arrêtait en Ukraine, ça c'est le premier secteur qu'il faut racheter. Mais c'est pas cynique. C'est cynique. Non, on aurait d'autres raisons d'être content que ça s'arrête. Mais bien sûr. Ce secteur était prêt à repartir et il a été très contrarié par ça. D'accord. Voilà, donc c'est un marché où, je le répète, il faut plus être mobile que d'avoir un beau scénario en tête, parce que le beau scénario qu'on a en tête, c'est que quand même le contexte est un peu lourd. Hein. Oui, et puis que l'espoir d'un soft landing, oui, effectivement, c'est un espoir, mais ça ne fait pas une stratégie. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus au plus haut comme en début d'année, mais dire que c'est visible, c'est tranquille, non, on est dans les marchés compliqués. Moi, ce qui m'a marqué, Marc, alors j'ai regardé les PE, même si ce n'est pas forcément un indicateur le plus pertinent, mais vous avez du AB InBev, donc la bière, leader mondial de la bière. C'est plus cher que du Kering aujourd'hui, sur un PE forward 12 mois, sur les 12 prochains mois. Alors, les boîtes de distribution discount aux États-Unis ou de Staples, les Coca, les Pepsi, ça a toujours été cher. Mais c'est plus cher que des plateformes tech ou des plateformes sociales aujourd'hui aux États-Unis. C'est quand même l'idée d'un gros retour à la moyenne pour certaines valorisations. Hermès est toujours à 40, mais encore une fois, Kering est à 14 maintenant. Oui, vous avez raison si on regarde les PE, mais après... le PE, c'est un P et c'est un E. Quoi. Oui, bien Donc, sûr. Il faut qu'on soit sûr que ces boîtes-là puissent continuer à faire 40% de ROE. Sinon, le PE apparent, il n'est pas bon. Hein. Et il y a des sur-rentabilités par rapport à la bière, mais c'est normal. Hein, la bière, ça fait moins rêver. Les rentabilités de la bière, c'est 15 ROE. Les rentabilités de Kering, c'est 30 ou 40. Donc le PE, il implique aussi que vous croyez que les sur-rentabilités de ces secteurs vont durer. Pas sûr. Et à cet égard, ce qui se passe en Chine n'est pas neutre pour les sociétés du luxe, par exemple. Pour ce qui est des techs, si on calcule, on ne peut même pas calculer les rentabilités de fonds propres, elles sont juste délirantes. Donc il n'est pas déraisonnable de penser que ça ne dure pas. Et à ce moment-là, vos PE, ils sont juste faux. Quoi. Mais ça veut dire que le retour à la moyenne sur ces parties-là, très valorisées, il peut se poursuivre. On n'est pas encore revenu à... Alors là, on retombe à votre première question. Un contexte de hausse des taux est éminemment défavorable aux boîtes c'est mathématique, aux boîtes à valorisation élevée. Et c'est ça qu'on vit. Et de façon dramatique sur certaines boîtes du Nasdaq. Hein. C'est vraiment bluffant. Hein. Bien sûr. Mais voilà, c'est logique. Hein. Quand les taux montent, c'est pas bon pour les boîtes à fort PE. Si en plus vous rajoutez une récession et une baisse des profits, bah oui, ça peut continuer. Mais... Donc on est dans un marché compliqué, mais dans lequel, après 10 ans d'écartement des valorisations relatives, cette correction permet, si vous restez sur les boîtes pas trop exposées à ces risques-là, on peut, depuis le début de l'année, très bien s'en tirer.
dans des marchés compliqués. Effectivement, on ne le rappellera jamais assez. Merci beaucoup Marc. Marc Renaud qui est avec nous, le président de Mandarin Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. Rebond en cours, deuxième séance de soulagement sur les marchés actions, notamment en Europe. Et on se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission complète sur Bismart.